Bonjour, c'est le troisième vendredi de suite que je me présente. Magdalena Dębińska, je suis professeure ici à l'Université de Montréal au département de sciences politiques et je suis également directrice académique du Centre d'études et de recherche de l'Université de Montréal, le CERIUM. Je m'excuse, le virtuel, voilà, oblige, il y a des choses qui se passent. Donc, bienvenue à cette troisième et dernière table ronde du colloque étudiant du CERIUM. C'est déjà le 8e colloque étudiant. Cette année, le thème choisi par les étudiants porte sur le racisme et les inégalités. Je vous rappelle que ce colloque est entièrement conçu et organisé par les étudiants et par un comité qui est composé donc d'étudiants et d'étudiantes du premier cycle. Cette année, cette 8e édition est organisée par 3 étudiantes de baccalauréat en sciences politiques, Khadijatou Sada Ndiaye, Chloé Jordan et Iman Chalabi. Elles ont identifié la thématique qui anime et préoccupe les jeunes, elles ont identifié les intervenants et les intervenantes, elles ont invité chacun et chacune dans les 3 panels, elles ont travaillé sur l'aspect visuel, sur la diffusion du colloque, elles ont également été en charge de l'aspect technique et de la communication avec notre équipe technique pour le bon déroulement du colloque. Nous, l'équipe du CERIUM, on était là, on est toujours là, uniquement pour les appuyer, les guider, les conseiller. Et ça fait partie d'une des missions du CERIUM, la formation et la contribution à l'expérience étudiante. Donc, je tiens à féliciter Iman, Sada et Chloé. Le colloque se tient. Vous étiez au rendez-vous il y a 2 semaines et vendredi dernier, vous êtes là aujourd'hui. Merci. Avant de passer la parole à Iman Chalabi qui va animer le panel, j'aimerais juste vous rappeler que vous êtes sur un webinaire. Un webinaire veut dire que vos micros, vos caméras sont automatiquement désactivés. Toutefois, tout au long du webinaire, on vous invite fortement à poser vos questions à nos panélistes dans l'espace questions et réponses qui se trouve en bas de votre écran. Donc, vos questions seront, après le débat, ils vont être relayées à Iman et aux intervenantes qu'aujourd'hui, on est très heureux de réunir un panel avec 2 élus et 2 chercheurs universitaires. Alors, pour toutes les présentations et l'animation, j'invite sans plus tarder Iman. Je vous souhaite un bon colloque. Iman, la parole est à vous. Bonjour à tous, donc je m'appelle Iman Chalabi, je suis étudiante en 2e année de sciences politiques à l'Université de Montréal et je fais partie de l'équipe de la 8e édition du colloque étudiant du CERIUM que j'ai organisé en collaboration avec les 2 autres membres de l'équipe, Sada Khadijatou Ndiaye ainsi que Chloé Jordan. L'année 2020 a été riche en émotions et plusieurs événements récents nous ont montré à quel point le racisme et les inégalités sont très bien ancrés dans notre société. C'est dans ce contexte que s'inscrit cette édition du colloque étudiant du CERIUM qui va porter sur des nouveaux enjeux autour du racisme et des inégalités. Nous aborderons les différents processus de discrimination systémique au sein de notre société, ainsi que la lutte contre le racisme et les inégalités. Ce colloque est orienté sur des problématiques prioritaires dans le paysage politique actuel. Nous avions discuté du racisme systémique lors de la première table ronde le 12 mars, des inégalités sociales et raciales en temps de pandémie la semaine dernière, et aujourd'hui, nous aborderons le sujet de la politique et de ses actions face au racisme. À la lumière des récents événements et des nombreux incidents racistes ayant eu lieu à travers le monde, on peut dès lors constater que les actions posées par les gouvernements à l'égard du racisme varient grandement. Lors de cette table ronde, les panélistes poseront un regard critique sur les actions posées par les gouvernements. Nous allons maintenant passer à la présentation de chacun des panélistes que nous allons recevoir aujourd'hui. Nous avons tout d'abord Yann Allard Tremblay. Yann Allard Tremblay est professeur adjoint au département de sciences politiques de l'Université McGill depuis août 2020. Il y enseigne la théorie politique ainsi que des cours dans le cadre du programme en études autochtones. Il détient un doctorat en philosophie des universités de St Andrews et de Stirling. Le professeur Allard Tremblay est membre de la nation Huron-Wendat. Ses recherches actuelles portent sur la décolonisation et l'indigénisation de la pensée politique. Spécifiquement, il s'intéresse à la manière dont les pensées et pratiques politiques des Premières Nations sont ignorées et disqualifiées par la pensée politique occidentale. Et il travaille actuellement sur un projet de livre sur le sujet. Nous avons ensuite Jennifer Macaron.
Élue pour la première fois en octobre 2018, Jennifer Macaron est députée de Westmount Saint-Louis sous la bannière du Parti libéral du Québec. Elle est porte-parole de l'opposition officielle en matière de diversité et d'inclusion. Madame Macaron est membre de la Commission sur les relations avec les citoyens et elle est présidente de séance à l'Assemblée nationale. Elle est la première porte-parole de l'opposition officielle au Canada chargée de représenter les personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme. Nous avons ensuite Annabelle Félix-Diaz. Annabelle Félix-Diaz est doctorante en sciences politiques à l'Université de Montréal et sa recherche porte sur les programmes de sécurité publique en Amérique latine. Elle s'intéresse plus spécifiquement aux programmes de police communautaire en régime démocratique et propose dans sa thèse de doctorat une comparaison intra- et internationale de deux programmes dits démocratiques de police communautaire dans les villes de Rio de Janeiro, Mexico, et Nezahualcóyotl au Mexique. En 2014, elle a obtenu sa maîtrise en études latino-américaines à l'Institut des hautes études sur l'Amérique latine et a rédigé un mémoire intitulé Politique de sécurité publique et unité de police pacificatrice à Rio de Janeiro, pratique et représentation sociale chez les policiers militaires de Mangueira. Nous accueillons enfin Jagmeet Singh, qui est chef du nouveau Parti démocratique du Canada. Il est avocat et militant des droits de la personne et ancien député provincial de l'Ontario. Jagmeet comprend les difficultés auxquelles les gens sont confrontés, car quand il était jeune homme, il a dû s'engager et prendre soin dans sa famille. Jagmeet est déterminé à faire en sorte que le gouvernement offre aux gens des services plus solides qui contribuent à créer un avenir meilleur pour un plus grand nombre de personnes. Voilà. Nous allons donc passer maintenant dans le vif du sujet en abordant les 3 problématiques spécifiques qui feront l'objet d'échanges et de débats aujourd'hui. Chaque intervenant aura environ 3 minutes pour répondre. Alors, la première question est la suivante. Quel rôle, responsabilité a le politique dans la mise en œuvre d'actions visant à combattre le racisme dans la société? Nous donnons la parole tout d'abord à Annabelle Félix-Diaz. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation et pour cette super table ronde. Alors moi, dans mes réponses, je vais me concentrer sur le racisme au sein des agences garantes de la sécurité publique, donc plus spécifiquement la police. Et là, je commencerai par dire que le rôle du politique dans le racisme au sein de la police est central. D'une part parce que le politique a le choix de choisir une approche plutôt répressive ou préventive de la sécurité publique. Donc une approche répressive, ça va être une approche qui va répondre à l'acte de violence et qui va utiliser la force pour contrôler une situation qui serait incontrôlable ou qui serait un désordre social. Et ce type d'approche a plutôt tendance à légitimer et justifier les pratiques racistes et discriminatoires sous couvert de sécurité publique. À l'inverse, une approche préventive met plutôt l'accent sur la prévention de la violence, c'est-à-dire essayer de comprendre quelles sont les sources des problèmes de violence. Et à cette encontre, on va essayer de comprendre d'où vient la violence tout en respectant les droits humains. Un exemple de ce type d'approche, justement, c'est les polices communautaires, qui sont l'objet de mes recherches. Les polices communautaires, c'est quelque chose qui a été mis en place en Amérique du Nord et en Europe dès les années 70-80. En Amérique latine, Afrique et Asie, plutôt dans les années 90-2000. Donc l'idée, c'est d'avoir des policiers qui vont patrouiller dans les mêmes endroits tous les jours et de créer des relations entre la police et la société, mais surtout de respecter les droits humains. Donc là, encore une fois, le politique est vraiment central parce qu'il va décider si ce type d'approche, si ce type de programme va être un programme de façade, c'est-à-dire un nouveau nom avec les mêmes pratiques finalement, ou alors si ça va être vraiment une tentative de réforme profonde de la police et de la sécurité publique en général. Notamment, le politique va choisir quel type de financement et comment va être financé le type de programme. Il va aussi décider qui va être responsable du programme au sein de l'institution policière, donc qui va être le leader du programme. Et enfin, il va aussi avoir un impact sur comment va être évalué et suivi ce type de programme sur le terrain. Évidemment, il y a quelques facteurs qui sont davantage propres à l'institution policière. Par exemple, je pense à la culture de rue, à la culture policière de rue, mais aussi le type de mécanismes de contrôle qui sont mis en place pour contrôler les pratiques sur le terrain. Donc ça, c'est plutôt des facteurs qui sont liés à la police. Mais globalement, je dirais que quand même, le politique a un rôle vraiment central dans la tolérance et la place des pratiques racistes au sein de l'institution policière, par exemple. Très bien. Nous passons maintenant la parole à Jennifer Macaron.
Merci beaucoup. J'abonde vraiment, je pense, dans le même sens que Mme Diaz-Félix, dans le sens que la politique est vraiment au cœur des prises de décision. Et c'est comme ça qu'on s'organise dans notre société. On le sait tous, c'est une prise de conscience, c'est l'indignation, c'est le mouvement social. Puis ça vient de la société civile. Puis c'est vraiment par ces actions sociales que les politiques s'activent. On voit qu'est-ce qui se passe avec les manifestations. On demande à nos politiciens, puis la politique, de nous représenter puis de mettre en œuvre des changements, des politiques, des lois, des règlements. Puis c'est vraiment la mobilisation que le pouvoir politique peut mettre en œuvre, ce qui est demandé par la population. Alors vraiment, je vois en bien ce qui est partagé déjà, parce que ça ne peut pas nécessairement passer que par le privé ou par des organismes. On demande beaucoup de nos organismes communautaires, on demande beaucoup de nos organismes de venir en aide, mais c'est vraiment pas assez. C'est vraiment la politique qui peut permettre d'avoir une plus grande portée de changement. C'est de doter la société des moyens pour s'y attaquer, qu'un cadre législatif soit autour des lois, des règlements et des budgets. Ça aussi, c'est très important quand on parle de financement. C'est non seulement un projet de société à changer, mais faut donner aussi les moyens. Puis ça arrive par la porte d'entrée de la politique, parce que souvent, au niveau provincial, par exemple, c'est le gouvernement qui va octroyer des budgets pour mettre en vigueur des projets de société pour combattre le racisme. Mais ça prend évidemment une véritable volonté politique, puis une discussion rigoureuse, une consultation avec nos citoyens et une reconnaissance véritable des problématiques. Puis si je peux être politique un peu, je dirais que c'est ça que je doute actuellement du gouvernement, de la volonté, par exemple, on ne reconnaît pas le racisme systémique. On peut demander aussi à nos organismes de s'y penser, mais encore une fois, la raison qu'on dit que la politique est très importante, c'est qu'à l'intérieur de n'importe quelle entreprise, on peut changer de politique, on peut changer ce qu'on veut, c'est à leur discrétion, mais quand on fait des changements au niveau politique, au niveau du gouvernement, mais ça prend consultation. Puis on devrait être vraiment à l'écoute de la population. Puis on devrait jouer un gros rôle pour lutter contre le racisme et la discrimination. Euh, c'est très important parce que c'est nous, au niveau du gouvernement provincial, qu'on gère l'éducation, on gère la santé. On peut parler de racisme en éducation. Puis quand on parle de santé, mais on peut, c'est sûr, citer les tristes situations de Mme Echaquan, Mme Ottawa, par exemple. Des erreurs dans la santé ont des conséquences énormes. On parle des vies des gens. Puis quand on parle du racisme dans nos systèmes, par exemple la santé, les conséquences peuvent être vraiment graves. J'ai parlé de tout récemment par rapport à la situation de ce qui est arrivé à l'hôpital Saint-Eustache, par exemple. Alors, c'est justement le gouvernement provincial qui doit avoir plus de leadership et c'est important qu'ils s'activent et qu'ils sont à l'écoute de la population. Alors, c'est hyper important. J'ai rencontré dans le cours de mes consultations dernièrement, Mme Myrna Lashley, que plusieurs d'entre vous peut-être connaissent. Puis elle a quand même évoqué une situation que j'ai trouvée vraiment, c'est un portrait de la situation quand on ne reconnaît pas le racisme systémique au niveau provincial. C'est comme si le gouvernement a toujours le genou sur mon cou. C'est quand même un portrait assez important. Puis c'est pour ça que je dirais que c'est très important que la politique s'investisse à la lutte contre le racisme et la discrimination. Merci beaucoup, Madame Macaron. Nous passons ensuite la parole à Yann Allard-Tremblay. Merci. Donc, je vais m'intéresser un petit peu plus davantage lorsqu'on parle du rôle du politique, donc des institutions plus formelles ou des institutions politiques comme celle de l'État. Et je crois que le rôle de ces institutions est à la fois inconfortable et ambigu par rapport aux questions du racisme. D'une part, c'est inconfortable parce que le politique est souvent lui-même en cause dans les enjeux de racisme. Comme on le voit dans le rapport Vient pour la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec, le politique, les institutions de l'État sont elles-mêmes en question dans les questions de racisme. C'est ce qui fait que la position de l'État est inconfortable parce que l'État se retrouve à la fois partie prenante des questions de racisme, mais demeure un acteur de changement. Comme on l'a discuté, on ne peut pas contourner ce mode de mobilisation et cette source de changement dans nos sociétés. Donc, c'est
c'est le premier point que je voulais apporter. Le second, c'est que c'est un rôle ambigu. Et ce que je veux dire par ça, c'est que pour les mêmes raisons que l'État est impliqué dans les questions de racisme, on ne peut pas détacher, on ne peut pas comprendre le rôle de l'État d'une manière complètement désintéressée, complètement détachée de ses propres intérêts. L'État et les institutions de l'État ont des intérêts à protéger, un pouvoir à asseoir et garantir. On le voit notamment dans les réactions par rapport au mouvement Defund the Police. Quelle est généralement la réponse de l'État par rapport à ça? C'est d'ignorer la demande de Defund the Police. C'est en ce sens-là que je dis que l'État a un rôle ambigu, parce que c'est un acteur de changement, mais en même temps, c'est un pouvoir établi qui a des intérêts à protéger. Donc, en ce sens-là, par rapport aux questions de racisme, je crois que on doit mettre l'accent sur les actions extra-formelles, donc les actions qui ne se passent pas nécessairement dans le cadre des institutions formelles et représentatives de l'État. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas un rôle à jouer, mais on ne peut pas comprendre l'entièreté de l'action politique concernant les questions de racisme comme se déroulant dans ces institutions-là. Le politique est central à toute action concertée. On doit l'utiliser, on doit en faire usage, mais on ne peut pas s'y remettre complètement. Merci. Merci beaucoup. Nous passons finalement la parole à Jagmeet Singh. Oui, merci, merci. J'apprécie beaucoup toutes les remarques des autres participantes. C'était tellement intéressant de les écouter. Merci. Donc, pour répondre directement, oui, l'État, les gouvernements jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le racisme. C'est essentiel. Il y a des autres joueurs aussi. C'est important pour avoir une citoyenneté, des gens qui sont d'accord pour pousser pour le changement. Et la raison pour laquelle je dis que oui, l'État, le gouvernement, les politiques jouent un rôle essentiel, c'est parce que pour vraiment avoir un change, le racisme qu'on veut faire face, ce n'est pas celle d'un individu. Oui, il y a des gens qui ont des préjugés, mais le grand défi, c'est un système qui est raciste ou un racisme systémique. Ça veut dire que ce n'est pas la faute seulement d'une personne, c'est un système qui, dans une manière systématique, qui crée des barrières pour des gens seulement à cause de leurs racines, de leur race, de la couleur de leur peau. Donc, c'est essentiel de reconnaître, pour faire les changements systématiques, on a besoin d'un gouvernement, d'un État, un niveau de gouvernement qui est prêt de prendre des mesures nécessaires pour changer le système, pour réformer le système, pour éliminer quelques systèmes qui sont basés sur un racisme systémique. Donc, oui, et c'est essentiel. Et pour moi, ce que je veux voir, c'est une société où tout le monde est bienvenu. Et pour établir ça, on a besoin des changements pour éliminer les barrières causées par le racisme systémique. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la deuxième question. Avant de passer à la deuxième question, je tiens à souligner auprès du public que vous pouvez dès maintenant commencer à poser des questions dans le question-réponse que nous traiterons à la fin de la réponse aux problématiques. Alors, deuxième question, quels outils le gouvernement, les députés ou autres acteurs politiques peuvent-ils utiliser afin de lutter contre le racisme? Encore une fois, il y a environ 3 minutes par intervenant et nous commençons par Jennifer Macaron. Merci pour la question. Une question très importante. Je dis souvent que comme porte-parole, je devrais porter la parole de la population. Alors, en tant que député élu par la population québécoise, nous avons vraiment le devoir de porter la voix de tous les Québécois et Québécoises à l'Assemblée nationale. Et celle-ci inclut les Québécois issus de différentes communautés culturelles, des minorités ethniques, les minorités visibles, religieuses, et malheureusement pour certains qui vivent dans les situations d'injustice, de discrimination et de racisme, c'est très important, c'est notre devoir, c'est la raison que nous sommes élus vraiment à l'Assemblée nationale. Alors,
pour parler pour moi-même en tant que députée et porte-parole de l'opposition officielle en matière de diversité et d'inclusion, je pense que j'ai le devoir d'être à l'écoute et de proposer des solutions concrètes afin de pallier cet enjeu. Parce que c'est sûr, je crois fondamentalement que le Québec a tout à gagner d'une bonne intégration et inclusion de tous nos citoyens et citoyennes et sur des différentes communautés culturelles et religieuses. Et ça vient avec d'importants bénéfices économiques, une participation citoyenne et un climat sain de vivre ensemble. On dit souvent, mais notre force est dans notre diversité, puis j'y crois fondamentalement. Et il y a plein d'outils différents dont nous pouvons utiliser pour réussir, que ce soit les représentativités, des quotas, j'ai mentionné éducation tantôt, des lois, des règlements. Je sais que Mme Diaz Félix a mentionné sécurité publique. Oui, en effet, il faut avoir les réflexions financement ainsi que budget. Il faut financer les mesures, c'est très important, mais il est aussi avant tout essentiel de reconnaître et de nommer les véritables enjeux. M. Singh l'a aussi mentionné, d'adresser véritablement les vécus des personnes issues des minorités visibles. C'est un enjeu, c'est très important et on s'attarde souvent au fait que, par exemple, les policiers peuvent avoir des réflexes et qu'il faut des formations, mais ce n'est qu'une partie de la solution. Il y a des décisions politiques qui sont faites et des choix faits par les postes de police. Alors, ça faut travailler main en main, il faut adresser les problèmes. C'est un très bon point qui a été soulevé auparavant, que c'est ambigu, puis souvent on a une tendance d'ignorer des décisions qui sont difficiles, mais je pense qu'on est rendu à un point où on ne peut plus faire ceci. Si on décide, par exemple, de patrouiller certains quartiers plus souvent que des autres, mais nécessairement, on va avoir plus d'interventions ou d'arrestations, ce qui peut être égal à du profilage racial. Alors, ça vient nourrir un système, ce qui devient du racisme systémique. Alors, c'est important qu'on peut utiliser tous les outils que nous avons comme députés, que ce soit au niveau provincial ou au fédéral, pour lutter contre le racisme. C'est un enjeu important, puis il faut vraiment être à l'écoute de notre population. On est élus pour faire ça. Merci beaucoup. La parole est maintenant à Annabelle Diaz-Félix. Merci. Je pense que je vais abonder dans le sens de Madame Macaron, justement, et de ce qui a été dit précédemment. Pour moi, concernant le racisme dans l'institution policière, il y a au moins 2 outils à reconstruire ou voire construire, en fait. Le premier, c'est le système d'évaluation du travail policier et des programmes de sécurité publique en général. Généralement, on a tendance à évaluer le travail de la police en regardant les taux de violence, les taux de criminalité. On va dire que la police travaille efficacement si les taux d'homicide, les taux d'agression, de vol, etc. diminuent. Alors, certes, ça nous donne une image de la réalité, mais ça ne nous donne qu'une image partielle. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'est-ce qui se passe au quotidien, de comment se passent les relations police-société. Moi, dans mes recherches, qui sont effectivement plus au Brésil et au Mexique, mais qui peuvent s'appliquer un peu partout, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a un continuum de pratiques en termes de respect, ou en fait en termes de non-respect des droits humains, qui est complètement invisible dans les rapports et les évaluations du travail de la police. Par exemple, quand on a des policiers qui rentrent dans les propriétés des gens, dans les maisons des gens sans mandat, c'est une invasion directe aux droits humains des gens. Par exemple, il y a aussi des techniques d'intimidation des jeunes, et notamment des jeunes hommes racisés, pour lesquels on va leur faire manger de la marijuana, des choses comme ça. Donc des choses que j'ai pu voir, mais qui n'apparaissent pas du tout dans les évaluations ou les rapports. Donc pour moi, il faut déjà commencer à reconstruire comment on évalue directement la police et les programmes de sécurité publique. Et pour ça, je pense que, par exemple, une commission semi-indépendante, société et peut-être police aussi, qui contrôlerait et évaluerait le travail policier quotidien, serait un début. Et on a des exemples, notamment au Honduras, où ça a très bien fonctionné pendant un moment. Et alors, ce qui n'a pas fonctionné, c'est en fait qu'on a dû l'arrêter parce que le gouvernement a changé par la suite. Mais en tout cas, c'était un exemple où ça fonctionnait très bien. Et dans un pays avec autant de problématiques de sécurité, c'était assez étonnant de voir au contraire les bons résultats. Le deuxième outil qui me semble important, c'est justement des programmes de soutien aux associations et organisations locales. Donc, ces associations pourraient d'une part davantage sensibiliser et conscientiser
les populations, et notamment les populations racisées, à leurs droits, et notamment à leur droit à la sécurité publique, mais aussi et surtout, elles vont pouvoir produire des données réelles qui sont des données très locales et montrer en fait quelle est la réalité de ces populations en termes qualitatifs, en termes de comment on expérimente la police et la sécurité publique au quotidien. Donc je pense qu'avec ces deux types d'outils, on aurait un espèce d'étau de contrôle des pratiques policières et du travail de terrain. Et puis ensuite, quelque chose qui n'est pas forcément un outil, mais qui reprend un peu ce que disait le professeur Allard Tremblay, c'est aussi la façon dont on pense la violence. Il faut arrêter de penser la violence comme un enjeu isolé. La violence, c'est la conséquence des inégalités sociales. Donc repenser la place des inégalités sociales et aussi le rôle de la police par rapport à ces inégalités sociales. Voilà ce que je dirais. Merci beaucoup. La parole est maintenant à Monsieur Sint. Merci. Donc, je veux commencer en reconnaissant les plateformes ou les problèmes où on voit comment le racisme systémique se présente ou se manifeste. Donc, quelques éléments, je pense que il y a comme Madame Diaz-Félix a dit, dans les policiers, dans les sécurités publiques, on doit utiliser les outils des règlements et des lois pour reconnaître qu'il y a des problèmes comme de profilage racial. Donc ici, on doit utiliser les règles et les lois pour effectivement interdire cette pratique et des autres pratiques qui perpétuent le racisme systémique. Donc, le policier et les règles et les lois. Les autres plateformes, je dirais aussi qu'on sait qu'il y a une radicalisation qui existe dans les médias sociaux et des messages haineux, des messages qui sont aussi fausses, sont partagés et ces messages radicalisent les gens. On a vu les attentats à Québec, aussi à Toronto, contre les musulmans, mais aussi contre les femmes à Toronto, qui sont basés sur quelqu'un qui a été radicalisé par les messages haineux. Donc, on doit aussi utiliser nos pouvoirs comme gouvernement pour arrêter la propagation ou le partage de ces messages haineux sur les médias sociaux en général. Aussi, comme tout le monde à reconnaître, je crois fermement que les inégalités créent un climat où c'est plus facile de manipuler les gens, de créer la haine et de perpétuer aussi le racisme systémique. Donc, quand on a des défis dans notre vie de trouver un logement abordable ou d'avoir un emploi pour joindre les deux bouts, si c'est plus difficile de vivre, c'est plus facile d'être manipulé et de penser aussi la faute d'un nouveau arrivant. Et c'est une faute des immigrants. Donc, je pense qu'il y a un grand lien entre les inégalités en général et le racisme. Et donc, quand on peut investir dans les programmes sociaux universels et publics, ça nous donne des outils pour faire face aux inégalités en général. Ça va aussi aider les gens, la population les plus vulnérables. Donc, ce sont les outils lutter contre les inégalités avec des lois, des programmes sociaux et des lois et des règlements pour faire face aux institutions qui continuent ou perpétuent le racisme systémique, mais aussi les lois, les règles pour faire face aussi aux messages haineux sur les médias sociaux. Merci beaucoup. La parole est finalement à Yann Allard Tremblay. Merci. La question des outils qui sont disponibles aux politiques, je crois qu'on doit l'aborder en se posant la question d'abord de qu'est-ce qu'on entend par racisme ou qu'est-ce qu'on entend par les inégalités ou les formes de discrimination auxquelles on s'intéresse. Parce que les outils qui seront pertinents vont être très différents si on comprend le racisme d'abord comme une manifestation de discrimination entre des individus ou si on le comprend comme une forme systémique, comme l'ont noté les autres panélistes. Si on suit Patrick Wolf dans ses écrits, il nous parle du racisme comme d'une trace de l'histoire.
une trace de l'histoire qui s'attache au colonialisme et à l'exploitation des personnes racialisées, notamment les personnes noires qui ont été racialisées pour être réduites en esclavage et donc contribuer à un système économique et politique qui était fondé sur cette illusion de la race. Ce qu'on voit avec le racisme, c'est une manifestation contemporaine de cette histoire qui continue. Et le problème qui se pose, c'est que le système colonial n'a pas disparu. Le Canada demeure un État colonial. Donc, si on s'intéresse au racisme, notamment à l'égard des personnes autochtones, on ne peut pas détacher ça de la question coloniale. On ne peut pas comprendre le racisme systémique au Canada en ignorant la nature de l'État canadien. Donc, lorsqu'on parle des outils comme, par exemple, la réconciliation, ce ne sera pas un outil parfait tant que cet outil-là ne va pas s'intéresser à la structure même du système. Les outils qui sont fondamentalement pertinents doivent être des outils qui vont faire un changement structurel. Ce n'est pas simplement en changeant nos perceptions qu'on va pouvoir corriger le racisme. On doit fondamentalement s'intéresser à la structure politique, sociale et économique de nos sociétés. En ce sens-là, est-ce que le politique peut lui-même se transformer? En partie peut-être, mais il y a une transformation fondamentale qui est requise. Comme je disais, lorsqu'on s'intéresse à la réconciliation, ce n'est possible que s'il y aura une transformation de l'État colonial. Ça ne peut pas être simplement les peuples autochtones qui se réconcilient avec l'existence de l'État canadien souverain sur les terres autochtones. Donc, c'est un premier élément de ce que je voulais dire, mais ce que je veux rajouter en conclusion, c'est, comme disait Madame Macaron, l'importance de faire place, l'importance d'écouter, l'importance que les voix des personnes qui subissent le racisme soient entendues, mais pas simplement entendues, qu'elles soient autonomisées, qu'on les empowered, qu'il y ait une place où leur voix ait un pouvoir effectif, non pas simplement un pouvoir qui passe par la représentation. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la troisième question. Je vais quand même rappeler au public que vous pouvez poser vos questions avant la fin de celle-ci dans le QR. Alors, la troisième question, quels sont les efforts déjà faits par les gouvernements et sont-ils trop légers? Y a-t-il des obstacles qui empêchent ces efforts? Nous pouvons par exemple discuter d'un événement qui a marqué ces dernières semaines, l'élection d'une personne responsable du racisme à la ville de Montréal et la nomination d'un ministre contre le racisme au provincial. Il y a donc une sous-question, est-ce qu'une personne blanche peut agir à titre de responsabilité politique de la lutte contre le racisme? On commence par Yann Allard-Tremblay. Encore moins, mais merci. J'ai oublié de mettre mon chronomètre plus tôt, donc j'ai peut-être parlé trop. Donc, je vais commencer par l'inverse, par le bas de la question, à savoir est-ce qu'une personne blanche peut s'occuper d'un dossier qui concerne le racisme. Ça me fait penser à des éléments qu'on retrouve dans des textes par des auteurs comme Harold Cardinal dans The Unjust Society ou les écrits de Steve Biko en Afrique du Sud, où ils parlent les deux parlent of the well-meaning liberal ou de la personne qui a des bonnes intentions et qui participe dans des activités pour lutter contre soit l'apartheid ou pour lutter contre le colonialisme au Canada. Et dans les deux cas, on affirme le besoin que les groupes opprimés se mobilisent par eux-mêmes et déterminent eux-mêmes les solutions dont ils ont besoin. Un des enjeux ici, en mettant une personne blanche à la tête de la lutte contre le racisme, c'est en quelque sorte qu'on reproduit également les mécanismes habituels qui tendent à exclure et réduire au silence les personnes racisées.
quelle est la raison offerte pour dire qu'on n'a pas pu mettre une personne racisée en charge de ce dossier-là? On va dire possiblement que cette personne-là était la plus compétente. Mais est-ce que c'était vraiment la personne la plus compétente? Peut-être que cette personne-là a les compétences requises, mais en même temps, ça reproduit les mêmes, comme je disais, les mêmes mécanismes habituels où on tend à rendre naturelles les formes d'exclusion qu'on perçoit dans nos sociétés. En ce sens-là, je crois que c'est essentiel, comme je disais tout à l'heure, de contribuer à l'autonomisation, à l'empowerment, plutôt qu'à la représentation par d'autres. Et je crois que pour revenir à d'autres aspects de la question, les obstacles, j'en ai nommé quelques-uns. J'ai nommé le fait que le pouvoir politique est un pouvoir qui est ambigu dans la mesure où il a ses propres intérêts à protéger. J'ai noté l'enjeu fondamental que le racisme dépend de structures politiques qui sont en place, qui sont consolidées et qui sont très difficiles à changer. Mais au-delà de ça, je crois qu'un autre problème auquel on fait face, c'est celui que Yves Tuck et je crois que Yves Tuck et le co-auteur, je crois que c'est Yang, nomme le mouvement vers l'innocence. C'est-à-dire que souvent, dans la lutte contre le racisme et contre le colonialisme, on verra des actions qui seront plus ou moins superficielles, mais qui visent davantage une forme de ce qu'on appelle en anglais virtue signaling. Donc, de démontrer que je fais des efforts pour contribuer à ça, sans toutefois avoir fait les actions fondamentales, structurelles, qui sont requises pour vraiment adresser les enjeux qui conduisent au racisme. Donc, pour finir avec le premier aspect de la question, est-ce que les actions qui sont déjà faites par le gouvernement sont trop légères? Je pense que vous pourrez comprendre que selon ma position, on pourrait en faire bien davantage qu'on en fait actuellement, mais c'est à savoir, est-ce que ce sont des actions qui sont réellement envisageables dans le cadre actuel? C'est une question que je crois à laquelle on devrait réfléchir. Merci. Très bien. J'invite les panélistes, si quelqu'un veut rebondir sur ce qu'a dit un autre, vous pouvez le faire. Alors, la parole est maintenant à Jagmeet Singh. Oui, merci, merci. Je commence en disant, au niveau fédéral, le défi et aussi la réponse, si les actions étaient suffisantes, la réponse, c'est un grand non. Non, ce n'est pas du tout suffisant. Et le défi, c'est avec le Premier ministre Justin Trudeau. Il préfère des gestes symboliques au lieu des actions concrètes. Et je me rappelle d'un instant dans l'été passé, elle a fait un geste symbolique pendant une manifestation de Black Lives Matter. Et pendant cette manifestation, on était un peu étonnés parce que ce geste symbolique, pourquoi elle a pris ça? Pourquoi elle a fait ça? Parce qu'il est le premier ministre, il a le pouvoir de faire quelque chose. Et c'était un an, presque un an, l'été, quand il a fait ce geste symbolique, effectivement, les demandes des gens, c'était on veut voir des changements dans les policiers. Et le Premier ministre a le pouvoir de faire les changements dans la GRC parce que c'est complètement les compétences fédérales, la GRC. Donc, il n'a pris aucun geste, aucune action concrète depuis 7 ans. Donc, c'était un an. Et ça, c'est un grand défi parce que je vois souvent les gestes symboliques, mais les gens qui souffrent disent pourquoi on a besoin des actions maintenant. Donc, par exemple, avec la GRC, le Premier ministre Justin Trudeau aurait pu immédiatement interdire la profilage raciale. Immédiatement. Et aussi comme professeur Alain Tremblay a parlé de defund the police, effectivement, c'est une question de où on met les ressources. Si quelqu'un fait face d'une crise de santé mentale, est-ce que cette personne a besoin de quelqu'un qui arrive à la porte avec des armes à feu, avec des commandes agressives, avec des commandes avec une voix haute? Non, ils ont besoin de quelqu'un qui est un expert ou un travailleur de santé
de santé mentale ou un travailleur de santé en général. Donc, on doit mettre nos ressources pour une réponse qui est plus efficace, plus juste et qui est liée avec les besoins de quelqu'un qui est dans une crise de santé. Donc, plus de ressources pour un travailleur de santé au lieu de ressources pour un policier pour répondre à quelqu'un qui a une demande ou un besoin de santé, des soins de santé. Donc, ça, c'est un exemple spécifique. On a besoin des alliés dans la lutte contre le racisme et le racisme systémique. Donc, c'est nécessaire d'avoir des gens qui, dans leur vie directement, n'ont pas senti le racisme, mais sont des alliés parce qu'ils comprennent l'idée d'être opprimé. Plusieurs personnes ont vécu les défis dans leur vie et ça donne une fenêtre sur la réalité des personnes racisées. Ce n'est pas la même chose. De la même manière, je peux comprendre ce que j'ai vécu comme une personne racisée, comment j'étais intimidé dans l'école, comment j'ai dû lutter pour me défendre, mais je ne peux jamais comprendre la réalité des femmes. Mais mes réalités me donnent une petite fenêtre sur l'idée d'être opprimé. Et donc, on a besoin des alliés qui sont d'accord avec l'importance de lutter contre le racisme. Mais jusqu'à ce moment, ce qui est clair, on n'a pas besoin des gestes symboliques, on a besoin des actions concrètes. Et c'est exactement ce que j'essaie de faire. Merci beaucoup. Nous passons maintenant la parole à Annabelle Diaz-Félix. Merci, Iman. Moi, je vais continuer à vraiment focuser plus sur la police, encore une fois, et en fait, ça rebondit avec ce que vous avez dit précédemment. Et là, je dirais que, bon, commencer par est-ce que les efforts ont été suffisants? Je pense qu'on a assez de cas de violences policières contre les personnes racisées et les personnes autochtones pour prouver que ce n'est pas le cas du tout, que les efforts sont loin d'être suffisants et s'il y en a eu, ça n'a pas eu les effets escomptés, clairement. D'ailleurs, en parlant d'efforts, qu'est-ce qui a été fait? Donc, il y a eu un espèce de tournant dans la police à partir des années 80 où on a essayé de démocratiser la police. Encore une fois, là, c'était l'idée de ramener les droits humains au centre de l'institution policière et faire respecter les droits humains aux policiers. Alors, on a mis en place, comme je vous le disais précédemment, comme des polices communautaires et surtout dans les quartiers populaires ou les quartiers où justement il y a plus de personnes racisées pour essayer de construire de nouvelles relations, etc. Moi, par exemple, dans mes recherches à Rio, la police communautaire que j'étudie était mise en place uniquement dans les favelas, donc les endroits qui sont plus populaires et où il y a le plus de personnes racisées. Et ce qu'on voit, c'est qu'encore une fois, oui, les taux de violence ont pu diminuer, mais que moi, ce que je voyais au quotidien, c'est que le non-respect des droits humains était persistant et était complètement récurrent, et notamment pour les personnes racisées. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, oui, il y a des cas exceptionnels. J'ai pu observer des cas où effectivement les droits humains commencent à être davantage respectés et les policiers sont vraiment dans une logique de déconstruire leur relation avec la société et les groupes racisés, mais c'est vraiment plus des exceptions que la règle, malheureusement. Et quelques obstacles à tous ces efforts et puis à cette idée de déconstruire les représentations sociales et le racisme dans l'institution policière. D'une part, c'est l'échelle à laquelle sont pensés et mis en place les programmes de police communautaire ou de police en général. On pense souvent à une échelle très large, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une région, voire à l'échelle nationale, mais ça ne prend pas du tout en compte le contexte local. On a zéro compréhension fine des enjeux socio-économiques et du contexte local, donc ça pose un problème. C'est-à-dire qu'on envoie des policiers dans un endroit sans comprendre qu'est-ce que c'est que cet endroit à la base et qui y vit exactement. Donc déjà, l'échelle. Ensuite, ce que je vous mentionnais précédemment, la culture policière de rue, c'est quelque chose qui est très difficile à changer, mais c'est ici qu'il faudrait vraiment faire plus d'efforts, en fait, pour trouver des moyens de limiter la marge de manœuvre de cette culture policière de rue, en fait. L'historique des relations police-société est aussi un obstacle immense, parce qu'évidemment, même si on a des policiers qui seraient peut-être plus conscientisés et qui auraient plus de volonté de changer les choses, ils représentent quelque chose, ils représentent un poids dans les relations avec la société et notamment avec les personnes racisées qui fait que c'est très difficile de regagner la confiance en fait, des gens. Donc ça, c'est un autre obstacle. Et enfin, quelque chose que je disais aussi tout à l'heure, la question de la continuité.
parce que le genre de programme où on va chercher vraiment à regagner la confiance ou à vraiment changer en profondeur la police, c'est des programmes qui vont avoir des résultats sur le long terme. Sauf que ces programmes dépendent aussi des gouvernements élus. Donc, si un gouvernement élu met en place un programme de réforme en profondeur, mais qu'il n'est pas réélu aux prochaines élections, ce programme prend fin et de ce fait, les efforts prennent fin par la même occasion. Donc, de ce fait, il y a aussi cette idée de la continuité des programmes qui est problématique finalement, puisqu'elles dépendent des gouvernements. Mais après, avoir aussi des programmes qui seraient autonomes et indépendants des gouvernements, ça pose encore d'autres questions. Donc, c'est très complexe. Voilà pour la police. Merci beaucoup. Finalement, nous passons la parole à Jennifer Macaron. Merci beaucoup, Mme Chalabi. J'espère qu'on a un petit peu plus de 3 minutes pour ces deux belles questions parce que c'est quand même, on a beaucoup à dire là-dessus. Hein, puis je pense que je vais aborder un peu dans le sens de M. Singh qu'il faut aller au-delà des gestes symboliques. Je pense qu'on est rendu là. Puis pour parler évidemment au niveau provincial, bien, je vais abonder que des actions que le gouvernement provincial a faites. On a tous vu ici, ça fait quelques mois l'été passé, que le gouvernement a annoncé la création d'un groupe d'action contre le racisme, lequel a été publié. Il y a des recommandations il y a quelques mois, avec 25 recommandations, actions, recommandations. Premièrement, il faut savoir que dès leur annonce initiale, moi, j'ai tendu la main au gouvernement afin de participer au comité et travailler en collaboration parce que je pense fondamentalement, quand on parle de la lutte contre le racisme et la discrimination, il faut trouver des solutions, puis il faut travailler d'une façon transpartisane. Je pense que les partis d'opposition ont toute leur place à apprendre à la lutte contre ceci parce que ça va prendre nous tous. Hein. C'est un débat de société. On dit que c'est un débat politique, mais ça va au-delà de la politique. Je pense que pour avoir des actions concrètes et de changer les choses, il faut vraiment travailler en collaboration. Fait que j'étais évidemment très déçue que le gouvernement a refusé la main tendue de moi-même, mais ça ne m'a pas empêché, par exemple, de faire mon propre travail. Alors, à l'intérieur de ce mandat, j'ai rencontré plein de groupes qui font partie des organismes, des leaders de communautés culturelles et religieuses du Québec, comme à la Maison d'Haïti, à l'INESTAR, Woodstock, la Ligue des Noirs, la Ligue des droits et libertés, des professeurs qui ont déposé le rapport pour la Ville de Montréal, Quebec Community Forum, Fabrice-Ville, Valderrama Holness, Myrna Lashley, Fanny Lafontaine, le grand chef Picard et j'en passe. Écoute, on a passé des semaines. Pourquoi? Parce que je pensais que c'était important, un peu comme il a déjà été mentionné, il faut aller au-delà des gestes symboliques. C'est bien que le gouvernement ait nommé une personne, c'est bien que le gouvernement ait déposé un rapport, un document, mais ça prend des actions pour s'attaquer à le racisme et les discriminations systémiques. Ça va prendre des propositions qui vont être mises sur la table, mais suite à des consultations aussi de la communauté qui n'ont pas été faites. Le groupe de 7 qui n'ont pas vraiment parlé avec des acteurs sur le terrain, je pense qu'ils ont oublié ou ils laissent de côté vraiment les enjeux puis la voix de la population qui nous ramène un peu à la question qui était posée auparavant. C'est notre rôle comme député d'être à l'écoute de la population et de porter la voix. Alors, c'est quand même une déception parce qu'on met de côté on dit qu'on a des grandes actions, 25 recommandations, mais qui ne sont pas précises, qui ne viennent pas avec du budget. Alors, comme par exemple, quand j'ai rencontré Fadidar, le chef de police de Longueuil, lui a parlé de la formation obligatoire contre les discriminations. Fait que ça revient un peu à ce qui était partagé par Mme Diaz-Félix. Ça prend un changement quand on parle de une réforme policière, une réforme pour s'assurer que le racisme et le profilage racial arrêtent. Comme on peut parler des interpellations, que ça soit documenté. On n'a rien vu de ceci vraiment. Puis on a eu le budget du gouvernement qui a été déposé hier, un budget qui, je comprends qu'avec toutes les mesures par rapport à COVID est très important, mais on a vu aussi avec le COVID la disparité qui est encore plus grande pour nos communautés culturelles et les communautés qui sont racisées. C'est un budget qui a été déposé avec $0. Alors, on connaît les recommandations, mais pourtant, on n'a rien prévu dans le budget. Alors, déception totale. Puis, je pense que
manque de compréhension des vrais besoins sur le terrain. Puis encore une fois, ça prend des gestes concrets et non seulement symboliques. Et pour revenir à la question par rapport à si une personne blanche peut agir comme à titre responsable de politique de lutte contre le racisme, je pense qu'évidemment, ça aussi, c'était mentionné. On ne peut jamais prétendre comme personne blanche que, par exemple, je comprends les traumatismes vécus par une personne issue de la minorité, mais c'est important que la population est consciente de la position de privilège. Je suis une personne qui vit un privilège dans laquelle se retrouvent des personnes blanches, puis c'était aussi mentionné par le professeur Alain Tremblay, c'est l'idée de décolonisation. Puis déconstruire, je n'ai pas le mot en français, mais I need to unlearn. Je pense qu'on a du unlearning à faire, déconstruire les apprentissages que nous avons eus dans le passé pour rebâtir le futur dont nous voulions tous pour éradiquer le racisme. Alors, cela étant dit, je pense qu'on a besoin des alliés, puis des alliés qui viennent de la majorité. La façon que la majorité traite les minorités en dit long quand on parle de la politique. Alors, on devrait faire preuve d'énormément d'écoute, de déférence et de considération envers les vécus et les revendications des victimes du racisme. Alors, il faut aussi faire preuve d'humilité et il faut travailler main en main. Alors, ça demeure très important qu'on travaille en collaboration et qu'on soit à l'écoute. Merci beaucoup. Alors, si aucun intervenant ne veut rebondir sur ce que Jennifer Macaron vient de dire, nous allons passer maintenant aux questions. Alors, la première question est la suivante. Dans les dernières semaines, suite à différents féminicides, des propositions telles que l'établissement d'un secrétariat pour la condition féminine au sein de l'exécutif ont été proposées au gouvernement. Croyez-vous qu'une telle proposition pourrait être bénéfique et efficace pour traiter de l'enjeu du racisme et des inégalités ? La parole est à qui souhaite répondre. Est-ce que vous pouvez répéter la question encore? Oui. Alors, dans les dernières semaines, suite à différents féminicides, des propositions telles que l'établissement d'un secrétariat pour la condition féminine au sein de l'exécutif ont été proposées au gouvernement. Croyez-vous qu'une telle proposition pourrait être bénéfique et efficace pour traiter de l'enjeu du racisme et des inégalités? Donc, je peux commencer. Je pense encore, on sait les solutions. Premièrement, il faut prendre un moment pour partager mes pensées. C'était vraiment horrible, le féminicide, le fait que 7 femmes en 6 semaines aient été tuées. C'est vraiment un problème. C'est horrible et on doit arrêter ce féminicide tout de suite, immédiatement. Donc, mais tous les organismes, j'ai parlé avec plusieurs organismes au Québec, on a besoin de plus de financement pour les hébergements sécuritaires pour les femmes. On sait que dans la pandémie, c'était plus difficile. La violence domicile augmente. Donc, on sait que plus d'appui pour les femmes, pour les organismes qui soignent les femmes sont essentiels. Donc, c'est ici qu'on a des solutions, mais on a besoin d'un plan d'action. Donc, j'ai posé la question hier au Premier ministre directement, c'est quoi le plan au niveau fédéral pour donner plus de financement pour les organismes qui soignent les femmes, qui protègent et aident les femmes? C'est quoi le plan? Au lieu d'avoir une position ici, on a besoin d'un plan et des actions et de financement. Et la même réponse applique pour le racisme systémique aussi. Au lieu de nommer un ministre sur le racisme systémique, comme j'ai déjà dit, on peut prendre des gestes, on peut prendre on peut prendre des mesures maintenant, tout de suite, pour réformer le policier, le GRC dans le cadre du gouvernement fédéral. On peut faire les changements pour régler les lois sur les médias sociaux. On peut tout de suite avoir on peut avoir les changements tout de suite. Au lieu d'étudier le problème, au lieu d'avoir une position, on a besoin d'un plan et des actions. Très bien.
Je dirais que je suis d'accord, puis je trouve que la question est très pertinente, évidemment, de tout ce que nous vivons actuellement. Comme il est mentionné, les 7 féminicides juste dernièrement. Il y a aussi une déception avec le budget qui a été déposé hier par le gouvernement. On s'attendait à avoir des mesures plus concrètes pour venir en aide à ces victimes. La nomination d'une personne responsable serait été souhaitée et bienvenue. Et toutes les mesures qui ont été mises en place par rapport à le budget, on a vu beaucoup d'investissements, puis on l'a déjà évoqué comme opposition officielle, par exemple, dans l'industrie de construction, qui n'est pas des industries qui favorisent nécessairement la vie des femmes, on privilège pas grand-chose pour faire avancer les choses, pour protéger les femmes à l'intérieur de ce budget. C'est souhaité, puis c'est nécessaire, il faut s'attaquer aux vraies choses, il faut nommer les vraies choses. Ce serait la seule façon qu'on va pouvoir changer les choses ensemble. Alors, je pense que la façon aussi, par exemple, pour faire des éloges aussi, parce qu'il faut en faire quand il y en a à faire. Le gouvernement a quand même travaillé, ils ont établi une commission transpartisane où tous les partis, toutes les formations politiques ont pu participer pour déposer un rapport, par exemple, par rapport à la condition féminine, puis qu'est-ce que nous pouvons faire aussi pour protéger les femmes qui sont victimes d'actes de violence. Par exemple. Alors, en espérant que les 125 recommandations qui sont à l'intérieur de ce rapport seront mises en vigueur, il y a du temps avant le terme de ce gouvernement pour mettre en œuvre ces actions. Alors, en espérant qu'ils vont en prendre charge de tout ceci, c'est le temps de le faire parce que je pense qu'on a la flexibilité. Si le gouvernement décide de ne pas attaquer à réduire la dette parce qu'il va falloir qu'ils vont suspendre la loi actuellement en place, où il faut attaquer notre dette. S'ils font ceci, ils ont quand même une marge de manœuvre de vouloir venir en aide à des personnes vulnérables, entre autres des femmes qui sont victimes de violences. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la prochaine question. Alors, cette question concerne la décolonisation des savoirs. Pensez-vous que la lutte contre le racisme doit impérativement passer par la décolonisation du savoir? Pensez-vous que le gouvernement provincial devrait envisager la mise en place d'une commission qui s'attarderait sur cet enjeu? Je pense que je vais commencer avec celui-là, s'il n'y a personne qui... Oui, évidemment, je pense que c'est important, mais je pense aussi que la population est un peu tannée, fatiguée d'avoir des commissions par-dessus des commissions, des consultations par-dessus des consultations aussi. Je pense que c'est le devoir. Maintenant, on a un ministre qui a récemment été nommé pour la lutte contre le racisme et la discrimination. Alors, ce serait à lui de mettre en place des actions concrètes. Déception, encore une fois, qu'il n'y a aucun budget qui était octroyé à ce ministère qui est maintenant en place. Alors, on ne connaît pas, ça va être quoi les marges de manœuvre, mais d'établir un commissaire, peut-être. On a vu un commissaire qui a été nommé au niveau municipal. On a vu des commissaires qui ont été nommés dans les autres provinces, par exemple. Alors, pourquoi pas avoir ceci à l'intérieur le gouvernement provincial? Quelqu'un qui est nommé comme un sous-ministre, par exemple, qui aura toute la marge de manœuvre de mettre en place les 25 recommandations. On a plein de rapports. Au-delà des 25 recommandations, on a 13 qui sont basés sur le rapport et les recommandations de la commission Vient. Ça fait plus qu'un an qu'on a ce rapport qui a été déposé, puis on n'a pas d'action encore qui ont mis sur pied. On a plein de recommandations. Alors, est-ce qu'un commissaire qui sera nommé pourra mettre en œuvre puis en vigueur toutes ces recommandations? Oui, je pense que ça fait partie des actions concrètes, sauf qu'il n'y a aucun budget qui a été octroyé à ce ministère qui est nouvellement mis en place. Alors, comment ça va se faire? C'est à voir. On a 2,5 sessions devant nous. Alors, le gouvernement a le temps puis le pouvoir de mettre en œuvre des telles actions. Alors, on se pose les doigts. Peut-être que c'est une très bonne idée, puis en espérant que ce serait bien vu peut-être par le gouvernement. Si je peux, j'ai vu que... Je veux juste ajouter quelque chose là-dessus, peut-être rebondir rapidement pour dire que, bon, d'une part, effectivement, il me semble que la décolonialisation du savoir, c'est même pas une question à se poser, c'est clair que ça doit passer par ça aussi, la lutte contre le racisme. Mais je pense qu'il y a aussi des actions qui peuvent être faites à l'échelle des universités.
et notamment commencer à embaucher davantage de personnes racisées, de personnes qui travaillent avec les approches décoloniales et les approches féministes, qui sont beaucoup plus sensibles à ces questions-là. C'est un premier pas, par exemple, parce qu'au sein des universités aussi, il y a de plus en plus de personnes qui travaillent avec ces approches-là, mais plus on aura et plus aussi on aura accès à un savoir décolonial, en fait, tout simplement. Donc, juste pour peut-être ajouter cette partie que les universités aussi ont un rôle à jouer. Ce que j'aimerais noter, c'est d'abord par rapport à la question d'une commission d'enquête sur le sujet. Je noterais comme il y a une autre des questions qui a été posée, qu'on n'a pas encore discuté, mais que je peux voir dans le chat, qui est à propos qui mentionne les diverses recommandations qui ont été faites, soit par la Commission royale sur les peuples autochtones ou par le rapport Vien ou encore l'enquête sur les femmes et filles autochtones assassinées et disparues. Je crois que sur les questions à caractère autochtone au Canada, on a eu beaucoup de commissions sans que les recommandations soient mises en pratique. Et sans participer à la politique, comme les deux membres élus ici, je peux noter que le premier ministre du Canada avait noté que la loi sur les Indiens au Canada serait remplacée par une loi qui serait fondée sur la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones. Il y a un projet de loi qui est en cours, mais ce n'est pas encore fait. Donc, je crois que j'éviterais de rajouter une autre commission sur des questions comme ça. Et je dirais que oui, évidemment, la décolonisation des savoirs, c'est essentiel parce qu'on reproduit assez facilement dans les universités ou dans les écoles à tous les niveaux des formes idéologiques qui supportent le colonialisme. Donc, d'identifier ces formes idéologiques-là qu'on reproduit, qu'on a tendance à accepter comme valides et naturelles, mais c'est important de les déconstruire. Toutefois, la décolonisation ne peut pas se limiter à cette décolonisation des savoirs. D'ailleurs, l'article que j'ai mentionné tout à l'heure par Yves Toc et Yang, qui porte sur l'idée que la décolonisation n'est pas une métaphore, commence l'article précisément en disant qu'on parle souvent de la décolonisation des savoirs comme d'une manière, comme une métaphore qui permet en fait de limiter l'étendue de ce qui est requis par la décolonisation. Fondamentalement, la décolonisation, ça fait référence à retourner le territoire au peuple autochtone. Donc, de le limiter au savoir, c'est d'exclure tout un pan entier de ce qui est requis. Je peux ajouter rapidement sur le dernier point où, en général, au lieu d'avoir une commission, on a vraiment besoin de mettre en œuvre tout ce que les anciennes commissions ont déjà recommandé de faire. Et un enjeu ou une approche spécifique, comme professeur Alain Tremblay a mentionné, la déclaration sur les droits des peuples autochtones, c'est une déclaration qui effectivement présente une nouvelle façon de gérer les questions qui touchent la communauté autochtone, en reconnaître leurs droits et en reconnaître leur autonomie. Donc, c'est vraiment une approche qui est différente des anciennes approches qui étaient plutôt le colonialisme. Donc, ça, c'est un projet de loi. On appuie ça. On a été le premier d'avancer ça avec Robin Saganash, qui est une ancienne députée néo-démocrate. Donc, au niveau fédéral, ça, c'est une étape concrète qui propose une nouvelle vision pour comment on peut aller de l'avant comme des partenariats au lieu de ce qui s'est passé dans le passé où c'était une position de pouvoir du Canada et mettre les décisions sur les communautés autochtones au lieu de travailler ensemble pour réaliser un avenir qui est plus juste. Donc, c'est vraiment une étape concrète qui révise comment on travaille ensemble. Merci beaucoup. Alors, nous passons à la troisième question. Comment faire en sorte que la lutte contre le racisme ne soit pas perçue comme se faisant au détriment de l'attention qui doit aussi être portée aux inégalités socio-économiques ?
Vous pouvez y aller. Je vais peut-être commencer rapidement. En fait, ça fait écho à ce que disait Monsieur Singh tout à l'heure, qui disait justement que en fait, le racisme, ça découle aussi des inégalités sociales. Donc, c'est pas je pense que, lutter contre le racisme au détriment des enjeux socio-économiques, c'est pas vrai de poser ça comme ça. Alors, je sais que c'est un discours qui existe, dans la sphère publique malheureusement. Après, je pense que justement montrer que les travailler sur l'un permet de travailler sur l'autre déjà. Ça va permettre de changer un petit peu, la vision des choses et montrer aussi dans une approche peut-être intersectionnelle que, les personnes racisées sont souvent les personnes qui sont aussi, dans des classes plus populaires. Alors pas, partout dans le monde évidemment, mais, que parfois en fait on a une espèce d'intersection des discriminations. On peut être une personne racisée, on peut être femme, on peut être d'une orientation sexuelle différente que l'hétéronormativité de la société. On peut aussi être une personne qui est de classe populaire et de ce fait, en fait, la question des enjeux socio-économiques touche directement les personnes racisées, enfin cette personne en particulier ici, mais peut-être montrer justement dans une approche peut-être un peu plus intersectionnelle que les personnes racisées sont aussi souvent sujettes à d'autres types de discrimination et que la question des enjeux socio-économiques les touche aussi directement. Donc peut-être faire ce lien davantage intersectionnel entre les personnes racisées et d'autres types de discrimination permettrait un petit peu de déconstruire cette image qu'on pourrait avoir de dire « Ah ben si on lutte contre le racisme, on oublie justement les classes populaires, etc. » Ben non, en fait, parce que tout est lié. Alors effectivement, on peut être québécois de souche et faire partie des classes populaires et avoir besoin de joindre les deux bouts, etc. Mais de ce fait, enfin, c'est pas parce qu'on lutte contre le racisme qu'on va pas aider cette personne. Donc peut-être essayer de déconstruire ce discours enfin voilà, déconstruire ce discours. Est-ce que je peux apporter un peu plus à la question? Oui. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Annabelle ici concernant l'importance de ne pas créer cette dichotomie entre lutter contre le racisme et lutter contre les inégalités sociales. D'ailleurs, on peut parler du système capitaliste comme d'un système qui est fondamentalement racialisé et qui est fondé sur l'exploitation des terres autochtones. Comment est-ce qu'on accumule le capital? Comment est-ce qu'on extrait les ressources et on les extrait des territoires autochtones sans qu'il y ait compensation adéquate? Donc, fondamentalement, dans ce système-là, il y a des formes d'inégalité qui sont inséparables de la question de la race, mais du colonialisme. Donc, je crois que c'est important de voir la manière dont les choses sont liées. Je rajouterais à ça, je pense que c'est important d'avoir du data, de l'information, de mesurer. En anglais, on dit « if you can measure it, you can manage it ». Je pense qu'il nous manque un peu de l'information par rapport, si on pense à le nombre de décès par rapport à la pandémie. On n'a pas des statistiques où on peut décortiquer le nombre de décès qui sont attribués à nos communautés culturelles, minorités ethniques, minorités visibles en comparaison avec le reste de la population, par exemple. Ça va être important de voir, puis tout à fait, je suis d'accord, on ne veut pas nécessairement les séparer, l'intersectionnalité, c'est très important, mais je pense aussi que ça nous prend du data pour savoir où on a les vrais problèmes et comment venir en aide. Ça va être important de l'étudier aussi, la question. Je peux aussi je suis d'accord avec tout qui est présenté, en particulier avec Madame Diaz-Félix et professeur, l'idée que la dichotomie, ce n'est pas utile. C'est essentiel de reconnaître, s'attaquer aux inégalités, ça aide tout le monde et ça va toujours aider les plus vulnérables. Donc, par exemple, au niveau fédéral, on milite pour une assurance médicaments universelle et entièrement publique. Donc, cette assurance médicaments, ça va aider tout le monde, les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter les médicaments. Et en particulier, comme on sait que c'est les communautés racisées qui font face des grands défis et qui ont souvent qui ont plus de la misère à rejoindre les débuts, moins des ressources financières. Donc, tout le temps qu'on en propose des programmes sociaux, ça va aider dans la lutte contre le racisme systémique parce qu'on a des problèmes systémiques qui existent dans nos soins de santé. Si on augmente les soins, on va
aider dans la lutte parce qu'on peut améliorer les conditions. Mais il faut aussi reconnaître les défis spécifiques. Comme on a des défis spécifiques qui touchent les femmes, ça c'est pourquoi on a besoin de plus des investissements pour aider les provinces dans le système de garderie, plus des financements pour reconnaître dans cette pandémie, c'était les femmes qui ont perdu plus des emplois. Dans la même manière, il faut reconnaître aussi que les communautés racisées étaient plus frappées par la COVID-19, mais en général par les inégalités. Donc, les deux sont mélangés et on doit prendre une approche qui est reconnaître que la justice, c'est bon pour toute la société. On est meilleur quand tout le monde a les ressources pour vivre la meilleure vie pour chacun. Ça, c'est donc ultime, c'est le but de créer une société, une telle société. Très bien, merci beaucoup. Alors, 4e question. Le financement sur les organismes communautaires, un des enjeux que rencontrent les organismes communautaires qui vouent leur cause à la lutte contre le racisme est le manque de financement, et plus précisément le manque de financement récurrent. Pensez-vous que le budget du Québec dévoilé hier prendra en compte cette réalité des organismes communautaires? C'est une très bonne question, puis je veux être transparente, je n'ai pas vu de l'argent qui va venir en aide pour supporter nos organismes communautaires. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que ce n'est pas là. Nous sommes toujours en train d'étudier le budget. Alors, avant de sauter pour dire que non, c'est vrai, ce n'est pas là, ça se peut, mais il va falloir vraiment creuser à l'intérieur du budget pour voir qu'est-ce que le gouvernement a prévu pour nos organismes communautaires. Aussi, il ne faut pas oublier que la façon que le budget a été déposé, on parle des investissements à travers 5 ans. Et 6 ans dans quelques cas. Alors, c'est de l'argent qui n'est pas, c'est pas peut-être 1,5 milliard qu'on s'attend. C'est un gros chiffre, mais octroyé à travers les 5 ans, c'est peut-être moins d'argent qui serait investi. Ce qu'on a vu qui était privilégié dans le budget, c'était vraiment de l'argent pour supporter nos aînés. On a vu des investissements dans l'infrastructure, on a vu des investissements au niveau de santé qui sont très, très, très importants. Puis évidemment, la relance économique par rapport à nos PME. Mais nécessairement, souvent, quand on fait des tels investissements, mais on oublie les autres organismes, comme les organismes communautaires, comme les personnes handicapées, comme souvent les enjeux sociétals, qui est définitivement des priorités puis des demandes que nous avons vues de nos citoyens. Alors, c'est une déception, mais de jongler toutes les demandes, vraiment, ça ne doit pas être évident, mais je pense que nos organismes communautaires, nos acteurs sur le terrain qui viennent en aide, qui, dans le fond, sont des sous-traitants de ce que le gouvernement n'offre pas actuellement comme programme. On demande beaucoup de nos organismes communautaires, que ce soit en formation ou que ce soit en aide ponctuelle pour les personnes vulnérables. Alors, en espérant que ceci serait élaboré puis qu'on va avoir quelque chose des bonnes nouvelles. Mais à date, j'avoue que ce n'est pas la réalité. OK. Alors, merci. Question suivante. La mise en place d'un système de quotas ethniques, au même titre que la parité, serait-il envisageable dans les systèmes publics provinciaux et fédéraux et dans les entreprises publiques? Je vais y aller. Je dirais que oui. Je pense que c'est très important. Je pense qu'il y a quand même des avancées qui ont été faites parce qu'il y a eu quand même des rapports et des recommandations qui ont été déposées par les gouvernements précédents en disant que la parité et l'inclusion et la diversité au sein, par exemple, de nos CA, au sein de nos organismes politiques, c'est très important. Malgré cette difficile peut-être de mettre en œuvre au niveau d'un politique ou d'une loi, mais c'est toujours souhaité. Mais la vraie question, c'est établi comment? Parce que si, mettons, on parle de la parité, puis on dit qu'on s'approche, on veut la parité homme-femme, c'est très important.
on en parle souvent de ça, mais si on revient à notre sujet, puis on dit que qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que nos communautés culturelles, la minorité visible, minorité ethnique sont représentées au sein de nos CA, ça va prendre une loi, puis ça va être important, mais c'est quoi la définition de ceci, puis on s'arrête où? Madame Diaz-Félix a mentionné, par exemple, la diversité sexuelle. Est-ce qu'on inclut ces groupes? Est-ce qu'on inclut aussi les personnes handicapées? Alors, ça va vraiment pousser la réflexion, je pense, au-delà de la diversité de nos communautés culturelles, minorités visibles, mais il faut vraiment penser plus large d'abord. Alors, ça va avoir l'air de quoi? J'ai hâte d'avoir ce débat, par contre, parce que je pense qu'on est rendu là. Puis c'est ça, c'est un débat de société et ça va être une façon d'aller vers l'avant pour combattre le racisme, pour combattre la discrimination. Ça prend ses voix autour de la table décisionnelle. Ça prend ses voix autour de toutes les discussions que nous aurons, que ce soit pour les lois ou les changements qu'on demande auprès de nos municipalités provinciales, fédérales ou autres. Alors, j'ai vraiment envie d'avoir ces discussions et un débat là-dessus. Très bien. Alors, prochaine question. Comment le gouvernement peut sensibiliser les individus non racisés au fait que le progrès pour les racisés est un progrès pour l'ensemble de la société? Je peux commencer avec cette question, mais aussi en touchant aussi la dernière, Madame Macron a soulevé des bons points. Et effectivement, on a besoin je pense que les deux questions sont liées, mais on a besoin d'une société où tout le monde est bien représenté et on a des grands problèmes maintenant. Les communautés racisées ne sont pas représentées, les femmes, comme Mme Macron a aussi dit, ne sont pas représentées. C'est un défi. Comme chef du parti, j'essaie de mettre des politiques en place comme chef de mon parti, de s'assurer qu'on a des candidats, candidates qui représentent la population. Mais je pense de cette question, comment on peut sensibiliser tout le monde de savoir c'est dans l'avantage pour tout le monde si on a une société qui n'a pas le racisme systémique. Je peux donner un exemple comme on veut que tous les enfants participent dans la société et font ce qu'ils peuvent pour aider la société, pour le bien commun. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut arriver, on peut réaliser s'il y a des gens qui se sentent pas bienvenus, qui font face des barrières, ils ont des talents, ils ont des passions, ils veulent partager ces passions, ils veulent donner une contribution, ils veulent contribuer dans la société, mais à cause de racisme systémique, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les opportunités, ils sont arrêtés. Donc, on est moins riche comme société quand tout le monde ne peut pas participer et donner ce qu'ils peuvent, contribuer dans leur façon. Donc, ça, c'est le problème de racisme systémique. C'est un manque pour tout le monde. C'est un manque pour nous tous quand tout le monde ne peut pas participer. Donc, ça, c'est pourquoi je veux, comme la même idée, j'ai essayé de penser pour quelqu'un qui n'accepte pas ou qui n'a pas vu le racisme dans leur vie, je pense de l'intimidation. Tout le monde a des histoires, moi aussi, quand j'étais jeune, des intimidateurs, des intimidations dans l'école et comment ça a un impact sur la vie de quelqu'un. Donc, le racisme systémique, c'est un plus grand système et c'est une façon systématique d'intimidation qui limite les occasions de participation pour tout le monde. Donc, peut-être ça, c'est une façon de créer le lien pour les gens qui peut-être n'ont pas jamais expérimenté cette réalité, mais on peut créer un lien entre une expérience que les autres gens peuvent connaître ou peuvent rappeler. Peut-être pour rebondir tout de suite sur ce qui vient d'être dit, je pense qu'une des façons, enfin, une des premières choses, c'est peut-être aussi de conscientiser les gens au statut de privilégié. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'elles sont dans un statut de privilégié ou même ce qu'est le statut de privilégié et qui ne se rendent vraiment pas compte de la chance qu'elles ont de pouvoir vivre leur vie comme elles le vivent. Donc peut-être déjà commencer par
des programmes de conscientisation à son propre statut, comprendre qui on est dans la société et dans quelle mesure on a de la chance d'être dans cette position. Ça serait peut-être une première chose. Et après, peut-être juste rapidement pour revenir sur la question précédente sur la question des quotas. Je pense que c'est intéressant, mais ça revient aussi à la question de la représentation et la question même en fait de la démocratie participative plus globalement, parce que même quand on fait participer les gens qui sont directement impliqués, il y a la façon dont on fait participer qui est intéressante, et pour ça, je vous dirigerai peut-être vers les travaux d'une collègue du département, Saster, qui travaille sur les questions d'injustice épistémique, et qui justement montre comment dans des espaces délibératifs qui sont dits peut-être plutôt participatifs, comment il y a des stratégies qui sont mises en place par les groupes dominés, donc les personnes blanches en général, pour faire taire les personnes racisées et leurs discours. Donc aussi peut-être penser à une façon d'inclure, mais vraiment, réellement, les personnes racisées et leurs discours en fait, et pas seulement juste en surface et en façade, juste pour remplir des quotas. Parce que c'est aussi les problèmes avec les quotas, juste de remplir des quotas, mais qu'en vrai, et on le voit avec les femmes, pas forcément au Canada, mais dans d'autres pays où des femmes, effectivement, vont être incluses dans les gouvernements, mais à certains types de postes qui ne sont pas forcément des postes à haute responsabilité. On va les mettre ministres de certaines choses qui seraient peut-être plus féminines ou plus adéquates. On ne va pas les mettre ministres de l'Intérieur ou des choses comme ça, par exemple. Donc, pensez aussi aux quotas par rapport à ça, je pense. Alors, question suivante qui est un peu plus, qui va plus aller pour les élus qu'on a aujourd'hui. Alors, pensez-vous que les actions entreprises par le gouvernement québécois pour lutter contre le racisme sont suffisantes ou juste superficielles? Avez-vous entrepris des actions concrètes pour lutter de façon efficiente contre cela? Je peux parler au niveau fédéral. Je pense que c'est mieux que Mme Macaron parle au niveau provincial. Donc, si vous me permettrez, je commence au niveau fédéral, Mme Macaron. OK, d'accord. Donc, au niveau fédéral, comme j'ai dit, il y a plusieurs opportunités où le gouvernement libéral aurait pu faire quelque chose de concret. Ils n'ont pas le fait. Et comme j'ai dit, Justin Trudeau a fait des gestes symboliques à plusieurs reprises, mais il n'a pas pris des actions concrètes. Et ça, c'est un grand problème. Donc, encore, je répète, dans la GRC, on a vu plein d'exemples de racisme systémique contre les communautés autochtones. On doit immédiatement réformer, changer les lois, changer le système, réformer le système. Donc, on a le pouvoir de faire ça. En général, avec les forces publiques, les sécurités publiques au Canada, au niveau fédéral, c'est la même chose. Le racisme systémique crée des problèmes où tous les ressources ciblent les gens seulement à cause de la couleur de leur peau, au lieu d'être basés sur la preuve, sur les faits, sont basés sur des préjugés comme ça. Donc, ça a eu un impact négatif sur tout le monde. Donc, ça, c'est un problème. Deuxièmement, on a proposé quelque chose de concret. Comme j'ai dit en avant, c'est clair que les programmes sociaux, comme une assurance médicament universelle, comme un congé des maladies payées, un programme de congé des maladies payées, des services comme plus de soins de santé, incluant des financements pour la santé mentale, d'augmenter les finances en général, les transferts en santé. Tout ça sont des actions concrètes pour faire face aux inégalités, directement au racisme systémique. Aussi, le racisme en général, j'ai dit, je ne peux pas souligner assez l'importance de faire face aux messages haineux et divisifs sur les médias sociaux. Encore, c'est dans le domaine du niveau fédéral où on peut mettre en place des lois pour arrêter tout ça et la propagation de ces sortes de messages. Donc, il y a plusieurs choses que Justin Trudeau aurait pu faire et il n'a pas le fait. Et on a proposé quelques solutions et on va continuer de se battre pour les gens parce que c'est essentiel qu'on continue la lutte et qu'on gagne cette lutte.
Pour parler au niveau provincial, je pense pour répondre à la question, le gouvernement, évidemment, ne fait pas assez parce qu'il nie le racisme systémique. De ne pas adresser le problème, c'est de mettre déjà des freins sur la possibilité de s'y attaquer et de proposer des solutions concrètes. Ça, c'est mon avis personnel, évidemment, puis l'avis de ma formation politique. Je pense que c'est important de nommer les vraies choses. C'était mentionné auparavant on a quand même une tendance de peut-être être ambigu. On ne peut pas être ambigu par rapport à cette question. Il faut aller au-delà de ceci. Il faut poser des vraies actions concrètes. De nommer un ministre, c'était bien reçu, puis je pense que c'est bien, mais c'est aussi un ministre de demi-temps. Hein. C'est aussi M. Charette, que je lui souhaite évidemment beaucoup de succès, mais c'est aussi le ministre responsable de l'Environnement et changement climatique. Alors, comment il va décerner son temps puis décortiquer son temps, c'est à voir. Puis à date, ça augure pas bien parce que, comme j'ai mentionné auparavant avec le dépôt du budget hier, il prend acte en sens qu'il mentionne le groupe contre le racisme et les 25 recommandations, mais il y a $0 attribué à cet enjeu. C'est problématique. La semaine passée, j'ai posé des questions en chambre à notre nouveau ministre par rapport à les offres d'emploi qu'on a tous vues très médiatisées par rapport à on cherche à embaucher une femme de peau blanche seulement. Il n'y avait pas de réponse. On va faire une enquête, mais il me semble, ça ne prend pas une enquête, ça prend des actions concrètes. Si c'était écrit femmes noires ne sont pas invitées à postuler, on aura aussi eu des actions, c'est illogique. On ne peut pas avoir de telles actions, puis de fermer nos yeux, puis de dire que ça n'y arrivera pas. Puis ça va au-delà d'un débat dans la Chambre, du budget. Le gouvernement a tout le pouvoir d'agir puis de mettre en œuvre des actions. On a vu des choses qui se sont passées à l'hôpital de Joliette. Puis là, on parle de notre système de santé. Et oui, il y a eu une formation, mais évidemment, ça ne fonctionne pas parce qu'au-delà de la triste et grave situation de Mme Achacoan, on a vu par la suite autre situation avec Mme Ottawa et les 2 autres femmes autochtones. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Le racisme systémique est profond. Le racisme systémique, il faut s'y attaquer, mais il faut l'adresser, il faut le nommer. Puis au moment qu'on va le nommer, bien là, on va peut-être pouvoir mettre en œuvre des actions qui sont concrètes, qu'on va au-delà des gestes qui sont symboliques ou des belles paroles, parce que ça ne prend plus des belles paroles, ça prend vraiment des actions. On a parlé de profilage racial, on a parlé de qu'est-ce qu'on... J'ai vu une question dans le chat de qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, par rapport à un niveau de l'éducation, mais ça prend de la formation. Puis tout est basé dans l'éducation, il faut le dire, c'est important. Puis on a vu des investissements au niveau de l'éducation dans le budget hier. Mais encore une fois, ça prend du concret. Il faut venir en aide. On a une pénurie de main-d'œuvre. C'est qui va s'attaquer, puis qui va s'adresser, puis qui va en prendre en charge ceci aussi. Il y a beaucoup de questions, plus de questions que de mesures concrètes. Alors, je suis déçue parce que c'est pas nouveau comme question. Puis depuis, on a vu la manifestation puis la situation de George Floyd. Je pense que tout le monde s'attendait à avoir vraiment des gros changements à ce moment, au lieu d'avoir des attentes. Puis ça prend du temps pour se faire un tête, mais de nier qu'il y a un problème, franchement, là, je pense que ça me lève le cœur. Je suis vraiment, vraiment déçue pour la population. Non seulement ceux qui sont racisés, mais aussi, comme on a mentionné, ça prend un changement de nos pensées, ça prend une décolonisation. Si on dit que c'est correct, puis on ne l'adresse pas, bien, on va avoir beaucoup de difficultés à aller vers l'avant ensemble pour faire des changements. Merci beaucoup. On s'approche là de la fin. Je vais quand même prendre une dernière question rapidement qui est très pertinente. Alors, des changements à opérer dans la police sont-ils vraiment nécessaires pour déconstruire le racisme dans notre société? Comment faire cela sans affaiblir la police qui reste une institution nécessaire à la protection des personnes? Je vais peut-être commencer. Donc de ce fait, c'est une question intéressante. Je vais commencer par la deuxième partie de la question en fait. Comment faire cela sans affaiblir la police qui reste une institution nécessaire à la protection des personnes? Je voudrais peut-être revenir à la fondation de la police, il y a quelques siècles auparavant et rappeler qu'en fait la police a été créée à la base pour protéger les propriétés privées des grands propriétaires terriens.
Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que la police, certes, a d'autres fonctions, mais cette fonction-là reste centrale. Elle reste centrale dans le sens où la police est aussi là pour protéger des intérêts privés, malheureusement. Et de ce fait, en fait, j'aurais tendance à dire que c'est pas une question de c'est pas une question d'institution nécessaire à la protection des personnes. La question, c'est qui est-ce qu'elle protège exactement et de qui. En fait, la question, c'est comment on définit l'insécurité et pourquoi. Et en fait, la réponse, tout simplement, et c'est pour ça que c'est important en fait de changer la police directement pour changer le racisme, parce que la police produit les mauvais citoyens. Il y aurait d'un côté des bons citoyens et des mauvais citoyens. Et malheureusement, les mauvais citoyens sont souvent les personnes racisées, en fait, selon la police. Et c'est ça le gros problème. Le problème, c'est qu'on va avoir tendance, à cause du profilage racial et des représentations sociales qu'on a, on va avoir tendance à créer et reproduire, en fait, le racisme. Et de ce fait, il va y avoir cette image du mauvais citoyen qui correspondrait à quelqu'un qui est racisé, souvent, en fait, des jeunes hommes racisés. Et de ce fait, tant qu'on aura cette reproduction comme ça de représentation sociale du mauvais citoyen qui est produite par la police, mais aussi par l'État, on aura toujours du racisme. Donc oui, c'est fondamental de changer la police à ce niveau-là. Et une institution qui est nécessaire pour la protection des personnes, encore une fois, si on travaille davantage sur les inégalités sociales, les formes de violence qu'on connaît aujourd'hui seront différentes. Ça va changer. Donc de ce fait, et encore une fois, je conclue là-dessus, mais vous invitez à penser la sécurité de qui est protégé et contre qui. C'est ça qui est important, je pense. Si je peux compléter, je m'en allais, j'avais levé ma main pour parler, mais c'est précisément ce que j'allais dire à la fin. La question de savoir est-ce que c'est une institution qui est nécessaire pour protéger la vie des gens, mais il faut se demander de protéger la vie de qui? Parce que dans une large mesure, ce qu'on observe, c'est que l'institution de la police ne protège pas équitablement et également la vie des individus dans nos sociétés contemporaines. Et les changements qui doivent être apportés sont profonds. Et encore, on a eu des évidences cette semaine qui ont été offertes, notamment par rapport à la Gendarmerie royale du Canada dans le cas de Colton Boushie. Donc, il y a un rapport qui a été rendu public par rapport à ça et qui démontre certains enjeux fondamentaux dans cette enquête-là. Et ça, c'est un exemple, mais dans la manière dont la police agit à l'égard des personnes racisées et autochtones, il y a un ensemble de changements qui seraient nécessaires. Et donc, je veux simplement terminer en notant que je trouve que la réponse qui a été offerte par Mme Diaz-Félix, c'était, je pense, c'était on point, comme on dit. Merci beaucoup. Il est maintenant 13h07. On a un petit peu dépassé le temps, mais il est maintenant l'heure de clôturer le colloque. Donc, je remercie infiniment tous les intervenants d'avoir été présents aujourd'hui. Monsieur Sint a malheureusement dû partir à 13h parce qu'il avait autre chose à faire à cette heure-ci. Et donc, merci beaucoup d'avoir été présents, à vous, au public également. Sada et Chloé, ça représente énormément pour nous. Ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez venus échanger aujourd'hui. On remercie les membres du Cerium qui nous ont guidés tout au long de l'organisation, notamment Magdalena Dembinska et Michel Daniel. On remercie aussi Maïka Sandarji ainsi que Iba Zeroui qui nous ont été d'une aide vraiment précieuse. Merci à tous les membres du public d'avoir assisté à la dernière table ronde et on se donne rendez-vous à la prochaine édition du colloque étudiant du Cerium. Merci Iman pour l'organisation et au comité organisateur. Excellent travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, je me joins aux remerciements et on clôt le colloque. Merci.